Bonjour tout le monde, mon nom est René Michaud. Bienvenue au webinaire sur l'évaluation. Je vais simplement fermer la caméra maintenant parce que ça prend un petit peu trop de bande passante. Alors, on se lance là-dedans, gang. Merci beaucoup de consacrer du temps cet après-midi au pouvoir positif de l'évaluation dans la classe de mathématiques. Alors, nous offrons ce webinaire aujourd'hui à titre d'un octroi qui nous a été permis. Celui-ci nous permet est une série d'occasions de perfectionnement professionnel en mathématiques de la maternelle à sixième année. C'est pour l'année courante pour le moment et les thèmes sont devant vous, l'égalité, opération, évaluation, stratégie pédagogique et pour chaque thème, on offre un webinaire provincial tel que celui-ci et des sessions subséquentes, bien sûr, au niveau régional et local. Et le tout est développé dans les deux langues, alors bienvenue à cette formation. Alors, on va mettre les outils pour tracer et vous allez me dire, s'il vous plaît, à quelle catégorie vous appartenez. Faites un crochet, un X, et pour l'école Beau Soleil, peut-être que ça mérite d'en faire plus qu'un. D'ailleurs, si vous avez le temps de répondre à la question, combien êtes-vous derrière l'écran, l'école Beau Soleil, ce serait intéressant de savoir combien sont ensemble à Okotoks. Alors, on voit que on a quelques enseignants de maternelle à troisième. Merci. Autant d'enseignants de 4 à 6. C'est bien. Wow. Excellent. Bien, mille merci d'avoir répondu à cette question. Ça me permet vraiment d'avoir une bonne idée de qui est là et on espère que ce webinaire répond à vos besoins. Alors, on continue. Donc, comme on disait, ce webinaire est supporté aussi par un guide d'apprentissage qu'on va visiter. De temps à autre, je vais faire référence à cette roue pour vous montrer où on peut trouver les choses qui complètent vraiment ce qu'on va faire dans l'heure qui s'en vient. Alors, évidemment, l'évaluation est de M à 6. On la retrouve dans cette zone de la roue. On cliquerait là-dessus et on trouverait des ressources. Donc, les objectifs du webinaire sont de faire un survol des principes clés de l'évaluation, donner des exemples pratiques d'évaluation et bien sûr se familiariser avec les ressources de APME, qui est la roue que vous venez de voir. Alors, pour donner un bon départ à notre webinaire aujourd'hui, vous allez regarder une vidéo de 2 minutes et demie environ. C'est quand même assez long. Vous devez cliquer sur le lien qui vous est présenté par Eric dans la boîte de clavardage et ça va prendre à peu près 2 minutes et demie. À votre retour, s'il vous plaît, donnez-moi un crochet vert et on reprend la session. Amusez-vous bien, ça parle de billets de sortie, une forme d'évaluation. Allez-y.
Bienvenue et bon retour à la session. En effet, le biais de sortie que vous avez vu en action ici, sachez que les deux dames, Petra et Nicole, sont des enseignantes de Drayton Valley qui ont une très grande classe, ils travaillent jumelés, tout près de 60 élèves. Dans troisième, quatrième année, si ma mémoire est bonne, elles ont accepté qu'on vienne filmer, bien sûr, et vous avez vu que les élèves ont répondu à une question, ont remis les petits papillons adhésifs là où ils jugeaient bon, et Nicole et Petra ont analysé le type de réponse, et puis l'idée ici, c'est qu'ils ont évalué leurs élèves afin de savoir s'ils devaient et comment ajuster leur instruction. Donc, on continue là-dessus parce qu'on va y revenir. Alors, le but ultime de l'évaluation est d'appuyer l'apprentissage de l'élève. C'est le message le plus important ici qu'on puisse vous transmettre. Donc, une façon d'y arriver, c'est que l'évaluation dans la planification, c'est il faut commencer en ayant la fin à l'esprit. C'est-à-dire que si on commence la planification d'une activité, d'une unité, d'un chapitre ou même de l'année, l'évaluation fait partie vraiment de cette planification-là. On propose d'inclure l'évaluation formative dans chaque leçon et d'assurer une évaluation sommative juste et précise. Et ça, c'est vraiment les grandes idées de l'évaluation. Et ces grandes idées-là sont résumées sous un visuel fort intéressant qui est dans les deux langues, au Alberta Assessment Consortium, AAC, que vous voyez devant vous. Eric vient de mettre le lien de AAC dans la boîte de clavardage afin que vous puissiez aller consulter cette affiche. Elle est aussi disponible à télécharger gratuitement. Donc, si ça vous intéresse, mais enfin, on va essayer de couvrir à peu près tout ça dans les minutes qui suivent. Donc, afin d'appuyer votre apprentissage, bien sûr, il y a le guide d'apprentissage. Les grandes idées sont développées davantage dans la section éléments clés de la compréhension. Donc, si on commençait avec la planification, c'est la partie verte du visuel que vous venez de voir. On va aller voir comment on peut mieux planifier. Bien d'abord, il y a 4 étapes. La première, c'est de bien comprendre les résultats d'apprentissage. La deuxième est d'établir des objectifs d'apprentissage. La troisième, prendre en considération ses élèves, bien sûr. Vous le faites déjà, j'en suis certaine, on le mentionne parce que c'est partie intégrante. Et planifier l'enseignement et l'évaluation ensemble. Alors, on va développer ces choses, mais sachez que prendre en considération ses élèves et planifier l'enseignement et l'évaluation vont ensemble. C'est pas nécessairement linéaire et les deux se complètent. Alors, on peut pas vraiment les séparer et quand on parle de 1, 2, 3 et 4, vraiment, c'est simplement pour les différencier car l'ordre pourrait vraiment changer légèrement. Donc, l'étape 1 était de bien comprendre les résultats d'apprentissage. Ça semble évident, mais on se doit de commencer avec ces RAS. D'ailleurs, nous allons en analyser un en profondeur tout au long de ce webinaire, bien sûr. Pour commencer, cependant, commençons en deuxième année. Vous avez devant vous un RAS qui est décrire, comparer et construire les objets à 3 dimensions, y compris des cubes, sphères, cônes, cylindres, pyramides. Alors ici, ce qui est fort intéressant, c'est que vous l'avez déjà lu. Est-ce que vous l'avez bien compris? C'est une autre chose. Allons voir ce qu'on retrouve maintenant, possiblement dans un manuel de l'élève. On retrouve cette question. Associe chaque nom à un objet à 3 dimensions. Alors, dans la boîte de clavardage, pouvez-vous me dire ici en réalité, quel est le problème avec ceci? Si quelqu'un préfère parler, bien sûr, vous pouvez lever la main, je vous donnerai droit de parole, en présumant bien sûr que votre microphone fonctionne, il va sans dire. Mais si vous voulez vous écrire dans la boîte de clavardage, c'est quoi le problème ici? Alors, je vois que plusieurs participants contribuent à la boîte de clavardage. Merci beaucoup. Alors, on dit que oui, en effet, la question suggère de juste nommer, c'est-à-dire, c'est des noms, c'est de la nomenclature, c'est du français en fait. Et pour Virginie, les réponses sont évidentes et vont pas avec le RAS. En effet, il y a un disconnect entre ce que suggère le RAS et ce que suggère la question elle-même. Donc, en effet, Tamaline, si j'utilise ton verbe, la question permet d'identifier, mais elle ne permet pas de répondre au reste du RAS. Donc, il y a un problème ici et c'est quelque chose qui
malheureusement, qu'on retrouve de temps à autre dans nos ressources. Alors, dans la vraie vie, il faut prendre en considération, wow, c'est beau ça. Je vais diminuer la grandeur, bien sûr, de ceci. Ce que je voulais faire ici, c'est de souligner les verbes. Malheureusement, j'ai pas réussi avec succès, mais les verbes sont décrire, comparer et construire. Or, la question ne demande pas de rien, de faire quoi que ce soit à ce niveau-là. Donc, souvent, si on connaît bien le RAS, on peut prévenir des problèmes comme ça. Toutefois, on sait très bien qu'on travaille dans un milieu minoritaire. Donc, dans la question, il n'y a pas de mal à poser la question à nos élèves. Ils ont besoin de connaître ce vocabulaire. Toutefois, répondre correctement à cette question ne veut pas dire que l'élève maîtrise les attentes du RAS. Alors, allons en 3e année cette fois. Ce RAS sera le focus pour quelques exemples aujourd'hui. Et en maternelle, si vous travaillez à d'autres niveaux, le RAS pourrait ressembler à ceci. Par exemple, représenter, décrire et comparer les nombres de 1 à 10. Okay? Si on était en 6e année, ça ressemblerait plutôt à démontrer une compréhension de la multiplication et division des décimaux. Okay? Pour le moment, toutefois, on va travailler avec 3e année, on va garder un esprit ouvert, puis on va essayer de voir comment cette petite leçon peut s'appliquer à d'autres niveaux également. Donc, les 3 verbes ici, on se rappelle, sont décrire, appliquer et additionner. C'est les 3 les plus importants. Maintenant, les verbes qui suivent, effectuer, ramener et utiliser, c'est bon, mais rappelez-vous que quand le RAS utilise l'expression tel que, regardez bien la 3e ligne, ça dit tel que, bien, ça implique que les puces qui suivent sont des suggestions et non des choses obligatoires à couvrir. Donc, lisons bien ceci. Décrire et appliquer des stratégies de calcul mental pour additionner 2 numéros à 2 chiffres tels que, et là on donne des suggestions. Allons voir la question suivante. Trouvez la réponse. Alors, dans votre boîte de clavardage, qu'est-ce qui manque à cette question pour que vraiment elle soit meilleure afin de déterminer si l'élève répond et atteint le RAS? Alors, qu'est-ce qu'on peut remettre le RAS? Certainement, excellente question. Alors, je le remets. Décrire et appliquer des stratégies de calcul mental pour additionner 2 numéros à 2 chiffres. Alors, je remets maintenant la question. Alors, quelle est la stratégie vraiment? Si le RAS demande de faire des calculs mentaux, il y a donc une stratégie qui est dans la tête de nos élèves. Or, si les questions sont juste trouver la réponse, on ne peut pas voir la stratégie. Donc, on ne peut pas voir si l'élève atteint le RAS. On peut voir, par exemple, s'il a la bonne réponse, et c'est correct aussi. Mais est-ce que la stratégie utilisée est, par exemple, compter sur les doigts? N'est-ce pas? Dans ce cas-là, l'élève a une stratégie de calcul mental qui est très, très, très longue, qui n'est pas raffinée du tout. Mais si on ajoutait de l'espace, puis on leur demandait d'expliquer les stratégies utilisées, nous, les enseignants, on a une meilleure perspective de ce que pense l'élève et on peut mieux savoir si l'élève est dans la bonne direction pour atteindre le RAS voulu. Donc, le voici à nouveau. Je veux juste souligner ici les petites lettres qui suivent un RAS. Vous les avez vues à maintes reprises, vous n'êtes pas toujours certain ce que ça veut dire peut-être, mais prenez quelques minutes pour me dire. Ce sont bien sûr les processus mathématiques. Ce que je cherche à savoir de vous dans la boîte de clavardage, c'est que veulent dire ces initiales. Alors, si quelqu'un pouvait m'en donner un ou deux à la fois. Oui, c'est pour communication, absolument. Alors, le R n'est pas représentation dans ce cas-ci. Il est raisonnement. D'accord? Quoi d'autre qu'on voit ici? Le CE est un petit peu plus lent. V pour visualisation. Elle n'est pas logique, mais plutôt des liens avec les connaissances préalables, les liens avec la vie de tous les jours, par exemple. Et RP pour résolution de problèmes, je vous l'accorde. Et si quelqu'un maintenant pouvait identifier, pendant qu'on écrit le reste, pouvait identifier le processus mathématique qui manque, parce qu'en réalité, il y en a 7. Il manque une initiale là, et c'est OK. Pas tous les RAS se prêtent avec les 7 processus mathématiques.
Mais lequel manque-t-il? Non, calcul mental est là, c'est CE, c'est calcul... Oh, Benoît, j'interprète ici, mais je pense que tu voulais dire calcul mental et estimation qui est déjà présent. Et si on peut déterminer celui qui manque, c'est T pour technologie, en effet. Voilà. Maintenant, à quoi servent ces processus mathématiques? Bien, c'est en fait le comment. C'est le comment on pourrait aborder le contenu du RAS avec nos élèves. Est-ce qu'on devrait faire de la résolution de problèmes? Est-ce qu'une visualisation serait appropriée ici? Est-ce qu'on parle de calcul mental et estimation? Bien sûr, dans ce cas-ci, c'est vrai. Alors, qu'il n'y ait pas de technologie ici, c'est un peu compréhensible, puisque la question met de l'emphase, ou le RAS met de l'emphase sur le calcul mental. Donc, merci de votre collaboration. Voici les réponses finales. Alors, CE pour connexion. Connexion est en fait le terme angliciste pour les liens. On utilise elle en français. La deuxième étape maintenant, on comprend maintenant l'importance du RAS et de comprendre le RAS. Il s'agit ensuite de le décomposer en objectifs d'apprentissage plus petits, si vous voulez. Qu'est-ce que les élèves qui atteignent ce RAS sont capables de faire? C'est ça qu'on veut découvrir. Alors, pour vous aider, il y a un outil, et Eric va mettre le lien ici. C'est un document qui s'appelle les indicateurs de rendement et qui vous permettent de mieux comprendre le RAS en regardant les indicateurs de rendement. Les voici, dans ce cas-ci, c'est un peu trop petit. Je comprends qu'on n'a pas le temps de tout lire ceci, mais ils sont une source d'inspiration pour développer ces objectifs d'apprentissage qu'on aimerait avoir en tête au niveau de la planification. D'accord? Alors, ils peuvent vous servir d'inspiration. Vous pourriez les prendre tels quels, d'ailleurs, n'est-ce pas? Et donc, la grosse question à poser, c'est qu'est-ce que les élèves qui atteignent ce RAS sont capables de faire? Alors, quand on a ça en tête, on est des meilleurs chefs d'orchestre, si vous voulez. On a une meilleure idée de ce qu'on devrait orchestrer comme activité et apprentissage pour que les élèves l'atteignent. Alors, on continue ici avec ce RAS. Je vous en donne 4. Juste à titre d'exemple pour vous donner une petite démonstration. Alors, il y aurait additionné, bien sûr, 2 nombres à 2 chiffres mentalement. Ça, c'est au départ, c'est donné. Mais on pourrait aussi avoir comme objectif d'apprentissage expliquer la stratégie pour trouver la somme. Donc, on s'attend qu'à pour chacune des questions, par exemple, qu'il y ait une forme d'explication, qu'elle soit par papier ou orale ou quelque chose, mais l'élève doit l'expliquer, mais aussi la montrer. Alors, on veut que l'élève laisse des traces de sa pensée mentale pour déterminer une réponse. Et ensuite, bien sûr, on veut qu'il raffine la stratégie pour augmenter l'efficacité parce qu'on sait que les élèves devraient aller voir une variété de stratégies. Ça, c'est connu. Mais en réalité, ils devraient en choisir une en particulier qu'il comprend bien, puis de l'utiliser si elle est efficace. Plus elle est efficace, plus l'élève prendra confiance. Plus l'élève aura l'impression qu'il est capable de faire des mathématiques. Et souvent, la confiance, c'est à la base de tout. Alors, ici, on voit que maintenant que cette question qu'on a posée préalablement, qu'en réalité, il y a beaucoup de bonnes questions devant vous, mais vous voyez maintenant, ayant vu mes 4 petits objectifs, que ceci ne m'aide pas du tout à déterminer ce que je cherche à savoir. Donc, de retour à mes 4 objectifs d'apprentissage, voici un élève qui a montré son travail. La question de départ était 28 plus 38. OK? Alors, on voit qu'il a fait des étapes. Il n'y a pas de mots dans son travail. Il semble avoir une bonne réponse. Il y a une belle conclusion d'ailleurs qui dit 28 plus 38 égale 66. Donc, tout va bien là. Mais ici, est-ce qu'on pourrait aider l'élève à s'améliorer? Probablement. Mais s'il fait ça dans la tête et qu'il est capable de le transmettre sur papier, on a une bonne idée que l'élève est sur la bonne voie. Alors que celui-ci, bien, cet élève-là ne nous a pas tout démontré symboliquement, mais a donné 3 phrases qui sont tout à fait adéquates. I add the tens, I add the ones, I add the answer. C'est pas mauvais, et puis, mais en ayant vu ceci, on voit que l'élève a une stratégie dans sa tête. On peut aussi suggérer des améliorations à sa stratégie. Donc, l'élève, en nous permettant de voir sa pensée dans le calcul mental, fait donc partie du processus de l'évaluation en nous dévoilant tout ce qu'il peut avec ses mots et ses symboles. Une autre façon qu'on pourrait
aider les élèves à atteindre les objectifs. Pour ceux qui ont des stratégies moins efficaces, on pourrait proposer des copies-types qui démontrent aux élèves une bonne façon, parmi tant d'autres bien sûr, une bonne façon d'atteindre la réponse. Alors, si la question était 27 plus 46, bien, on a dans la copie-type deux modèles. Un élève pourrait choisir l'un des deux. On sait, par exemple, comme adulte, qu'il y en a une qui est plus efficace, il va s'en dire. Alors, dans la boîte de clavardage, est-ce que vous préférez la première ou la deuxième et pourquoi? Et chaque personne peut préférer l'une ou l'autre, dépendamment de son public cible. Alors, est-ce qu'il y a une raison plus particulière d'utiliser celle du bas? Est-ce qu'il y a une raison plus particulière d'utiliser celle du haut? À vous la parole. Si quelqu'un peut prendre la parole, bien sûr, ce serait formidable pour qu'on ait une réponse verbale également. Alors, je vois que quelques participants sont en train de donner leur opinion sur les avantages de chacun. Benoît suggère qu'on trouve des nombres repères et moins d'étapes, donc moins d'erreurs. Alors, je présume que, oui, en écrivant le chiffre 1, Benoît signale qu'il préférerait celui du haut, parce qu'il y a moins d'étapes, il y a des nombres repères. Donc, on appelle ceci, par exemple, une droite numérique ouverte, c'est-à-dire qu'elle ne commence pas nécessairement à zéro, il n'y a pas de petites lignes pour chacune des unités, etc., etc. Mais y a-t-il avantage d'utiliser le numéro 2? Et là est la question. Parce que comme enseignant, rappelez-vous que vous devez orchestrer quelque chose dans votre salle de classe qui permet aux élèves d'atteindre le RAS, et vous avez en tête des objectifs d'apprentissage. Celui du bas serait peut-être une étape intermédiaire, si vous voulez. Elle est bonne, c'est des bons de 10, nos élèves adorent les bons de 10. Mais est-ce qu'elle est efficace? Pas nécessairement. Et si l'élève est là et il le comprend bien, c'est bravo. Peut-être que la prochaine étape pour lui, c'est faire 2 bons de 20 au lieu de 4 bons de 10. Après les 2 bons de 20, peut-être sera-t-il capable de faire un bon de 40. Alors, il y a des avantages aux deux. Mais ce qu'on donne aux élèves, c'est quelque chose, ça permet aux élèves d'avoir un modèle. Et plus l'élève a de modèles, plus il y a de chances qu'ils comprennent les attentes et donc qu'ils atteignent leur RAS. La troisième étape, c'est de prendre en considération ces élèves. Comme je vous disais, je suis certaine que vous faites déjà ça. Il y a l'inclusion, la différenciation qui fait partie de notre quotidien. Mais on en parle quand même. Par exemple, on veut savoir quelles sont les forces et les besoins des élèves. Pour ceux qui sont forts, ils ont peut-être besoin d'un défi supplémentaire. Pour ceux qui sont faibles, on a peut-être besoin d'être prêt à l'échafaudage. Maintenant, rappelez-vous qu'on est toujours ici dans la zone de planification. Et plus on est clair dans notre tête au niveau de la planification, plus le déroulement dans la salle de classe peut ressembler à vraiment ce qu'on souhaite voir dans la salle de classe. Alors, être mieux préparé a vraiment un avantage. Et en connaissant bien nos élèves, bien, on atteint cet objectif-là que d'être préparé. Ici, si on prend en considération nos élèves, il faut, par exemple, offrir des alternatives, des options, des choix à nos élèves. Par exemple, pour un élève qui a de la difficulté à s'exprimer par écrit et en immersion et au francophone, c'est plus que probable, bien, une explication orale pourrait être un déclencheur, c'est-à-dire donner confiance à l'élève qu'il peut s'exprimer, puis ensuite, ça peut se transférer par écrit. Alors, on voit ici une enseignante en train de parler à son élève. On peut aussi orchestrer quelque chose un peu différemment. Par exemple, des questions ouvertes ou offrir aux élèves des choix de stratégie pour exprimer leurs réponses. Alors, je vous donne un exemple. Choisissez l'un de ces nombres. Alors, on suggère le 3, le 5 et le 7. Et l'un de ces nombres, le 19, 26 et 325. Et on suggère alors, ceci est notre point de départ, et la question est, créer et résolver une multiplication en utilisant vos deux nombres. Utilisez des nombres, des mots ou des dessins pour expliquer votre stratégie. Alors, vous voyez ici que c'est une question ouverte dans le sens qu'il y a plusieurs bonnes réponses parce que ça dépend entièrement des nombres avec lesquels vous démarrez. Mais il y a aussi des choix de stratégie. On n'impose ici aucune stratégie à l'élève. Alors, il peut vraiment procéder comme il veut. On lui donne des choix et ainsi de suite. Donc, cet élève a
plusieurs options et un élève faible aura peut-être tendance à prendre les deux plus petits nombres. Un élève qui veut démontrer plus de connaissances prendra peut-être des nombres plus grands, qui sait. On peut aussi offrir aux élèves l'accès à des objets de manipulation. On sait très bien que les enseignants les utilisent couramment dans la salle de classe, mais avez-vous pensé de les laisser utiliser durant une évaluation, qu'elle soit formative ou sommative? Ces objets de manipulation peuvent faire la différence pour certains élèves. Alors, je mets un crochet vert ici, si d'abord et avant tout, vous utilisez des objets de manipulation. Essayons de voir ici. C'est sûr que si vous enseignez en plus bas âge, ça fait partie davantage du quotidien. Alors, merci. Excellent. Maintenant, est-ce que gardez un crochet vert si vous permettez les objets de manipulation durant une évaluation et changez à un X rouge si vous n'y avez pas pensé, si vous n'aviez pas eu ce réflexe d'utiliser les objets de manipulation lors d'une évaluation. Pour moi, un crochet rouge veut dire je viens d'apprendre quelque chose. Je viens d'apprendre que peut-être je devrais l'utiliser. Certains de mes élèves en ont besoin, certains d'autres, non. Si vous le faites déjà, c'est merveilleux. Voilà. Alors, pour trouver les questions que je vous ai montrées tantôt, vous iriez au guide d'apprentissage à la section « Essayez ceci ». OK. Restons à l'étape 4 maintenant. Rappelons-nous, il y a 4 étapes. La 4e, planifier l'enseignement et l'évaluation. Ça semble gros, oui, mais si étapes 1 à 3 sont vraiment bien claires dans votre tête, vous avez un objectif, là. L'étape 4 devient d'autant plus facile. C'est quand les étapes 1 à 3 qui sont floues, sont moins claires, on n'est pas certain, on n'a pas cette confiance d'ailleurs, bien l'étape 4 devient un petit peu plus pénible et elle est un petit peu plus éparpillée au lieu d'être très ciblée. Donc, on suggère ici de retourner aux verbes en tout temps. Ce sont les verbes qui vont vous aider à recueillir des preuves de l'apprentissage de vos élèves. Ces preuves-là vous permettront donc de faire une évaluation complète et précise. Dans ce cas-ci, un des verbes était d'écrire, l'autre était appliquer, l'autre était additionner. On se rappelle que les autres verbes sont facultatifs, ils sont à titre subjectif seulement. Donc, si on se base sur ça, on a un bon point de départ pour l'évaluation. Maintenant, l'instruction. Notez que le titre de cette diapo dit « Planifier l'évaluation ». En réalité, ce qui arrive, c'est qu'en mai prochain, nous aurons un webinaire sur les pratiques pédagogiques, ce qui va vraiment être le cœur de l'instruction. Et comme ce sera discuté en mai, on n'en parlera pas nécessairement aujourd'hui. On va plus se concentrer, bien sûr, sur la phase évaluation. Donc, pour évaluer et recueillir, il faut recueillir des preuves. Et ces preuves peuvent être papier-crayon, bien sûr. Alors, vous avez devant vous un exemple d'un élève qui a répondu à la question 25 plus 38. Si on vous regardez un coup d'œil, vous y donnez un coup d'œil rapide, vous verrez que cet élève semble bien comprendre ce résultat d'apprentissage et c'est merveilleux. Mais est-ce la seule chose qu'on peut faire? Effectivement, non. Regardez ce qui arrive ici. On a demandé un produit papier-crayon à un élève pour faire la multiplication 5 fois 19. Il a bien sûr la bonne réponse. Le problème ici, c'est qu'on a une preuve qu'il a la bonne réponse, mais on n'a pas une preuve qu'il a en fait maîtrisé le RAS. Dans ce cas-ci, le RAS était simplement la multiplication d'un chiffre par deux chiffres. Donc, pas en troisième année, bien sûr. Mais on a besoin d'aller plus loin. Et pour aller plus loin, par exemple, on peut circuler et faire des observations. Vous en faites régulièrement. Je ne vais pas insister là-dessus. Je sais que vous circulez dans votre salle de classe plusieurs fois et pour plusieurs raisons. Mais l'une d'elles, c'est pour recueillir, bien sûr, des preuves de l'apprentissage. Je suis certaine que si un élève démontrait de la difficulté, vous prendriez le temps de l'aider. Et bien sûr, initier des conversations. Observer est une chose, mais poser des questions est encore meilleur. Alors, pour l'élève qui a répondu 5 fois 19 égale 95, correctement, bien, une conversation serait fort appropriée. C'est pour savoir comment il y est arrivé. Est-ce qu'il a compté par des bons de 5? Est-ce qu'il a multiplié 5 fois 20 et enlevé 5 ensuite? On ne le sait pas. Mais ceci est une information importante pour savoir s'il est sur la bonne voie. Et bien sûr, l'autoréflexion qui est très, très riche. Et notez ici que le mot « nous »
est encerclé. C'est qu'on pense vraiment que que la réflexion et l'échange, ça peut se faire à plus qu'une personne. OK? Alors, mais ces preuves, et je vais revenir sur l'auto-réflexion, n'ayez crainte. Ici, on parle de, si on planifie l'évaluation et on planifie de recueillir des preuves, bien, chaque preuve aura un rôle différent. Si le rôle est de faire des notes, elle s'appelle une évaluation sommative. Si son rôle est plutôt d'adapter, ajuster l'instruction, bien, on parle d'évaluation formative. Et là où on veut aller ici, c'est que l'évaluation formative, c'est l'évaluation qui est quotidienne, heure par heure, minute par minute. C'est celle qui vous dit vraiment, est-ce que j'ai besoin de changer quelque chose? Est-ce que j'ai besoin d'ajouter quelque chose? Est-ce qu'il y a un besoin général ou simplement des petits besoins particuliers ici et là? Et ça, cette évaluation formative-là, devient la richesse et la puissance derrière votre évaluation et donc automatiquement par votre instruction. Donc, l'évaluation formative inclut l'autoréflexion auquel on va revenir. Maintenant, on a des preuves d'apprentissage. Il faut maintenant coacher. Et c'est ici où on parle en détail d'évaluation formative. Quand on parle d'évaluation formative, ça implique que ça fournit une rétroaction qui informe l'apprenant et l'enseignant. Et voici le nous de l'autre diapo. L'élève met ses efforts à améliorer la qualité de son travail. En même temps, l'enseignant met ses efforts sur l'adaptation de l'instruction selon les besoins de l'élève. Et ce que vous faites cette année avec vos élèves sera fort différent de ce que vous ferez l'année prochaine parce que vos élèves auront tellement changé. Donc ici, cet échange, cette rétroaction mutuelle, si vous voulez, l'élève en bénéficie, l'enseignant en bénéficie. Et ça permet de faire un check-up plutôt qu'une autopsie ou quand c'est trop tard finalement. Alors, au niveau de coaching, il y a beaucoup de recherches là-dessus, il y a beaucoup de livres là-dessus, des articles et tout le reste. On a sorti 5 stratégies pour l'instruction au service de l'apprentissage qui ressortent de façon générale, particulièrement avec les ressources de Dylan Wiliam, mais qu'on retrouve ailleurs. Donc, elles ne sont pas uniques, mais elles sont plutôt généralisées et on va les résumer ensemble. La première ici, c'est aider ses élèves à comprendre les objectifs d'apprentissage. Puisqu'on a déjà parlé de ceci, on va passer, mais ça revient partout dans la littérature. On a parlé que donner des copies types avait une richesse. On peut ajouter à ceci une stratégie où la classe se regroupe et détermine, par exemple, dans notre RAS de 3e année, peuvent déterminer ensemble qu'est-ce que c'est une bonne stratégie. Tu sais, on fait une tempête d'idées ici, puis on s'entend sur ce que c'est une bonne stratégie, et puis on garde ça sur le mur dans la classe, et on revient là-dessus constamment pour s'assurer que les élèves l'utilisent comme modèle et puissent se poser les questions. Est-ce que ma stratégie est fiable? Est-ce que ma stratégie est efficace? Est-ce que je la comprends? Okay. Alors, l'élève revient là-dessus. C'est une entente qui a été faite au niveau de la classe, bien sûr dirigée par l'enseignant, il va sans dire, mais c'est un point de repère pour nos élèves. La deuxième façon qu'on suggère, c'est les discussions et des activités qui vont fournir des preuves continues de l'apprentissage. Alors, ici, on fait nous cherchons toujours le pouls chez nos élèves. Vous allez souvent vous poser la question, je me demande où est-ce qu'il est rendu, je me demande s'il comprend. Ben, arrêtez de vous demander, puis allez chercher le pouls. Et un exemple, c'est dans la photo qui est devant vous, c'est-à-dire que les élèves ont tous un mini tableau blanc. Et ce tableau blanc permet aux élèves de répondre à une question. Et ça vous donne, vous êtes devant la classe bien sûr, ça vous donne une bonne idée de si l'élève est sur la bonne voie ou non. La façon traditionnelle, c'est de poser une question. Les élèves lèvent la main. Vous prenez un élève, vous choisissez un élève qui a levé la main et puis vous espérez que la réponse soit bonne et sinon, ben, on fait des corrections. Mais en réalité, ça vous donne pas le pouls de tous les élèves. Ça vous donne le pouls d'un seul élève. Donc, on appelle ceci une surface effaçable, puis elle est vraiment géniale parce qu'elle permet
la prise de risque. L'élève, même s'il a la mauvaise réponse, il n'est pas le seul d'abord, et puis les autres élèves ne portent pas de jugement nécessairement. C'est sûr que ça prend une culture dans la classe pour ceci. Alors, juste par un petit coup de crochet vert, est-ce qu'il y a des enseignants ici qui utilisent déjà des surfaces effaçables, crochet vert? Et je présume qu'elles sont facilement accessibles par exemple, dans un dollar store ou quelque chose comme ça. Et et c'est très accessible, mais bien sûr, si vous prenez un outil un petit peu plus cheap, bien il faut le remplacer plus souvent. Mais les élèves adorent utiliser ces tableaux blancs. Ils ont l'impression d'être professeurs, ils ont l'impression d'être aussi participants que n'importe qui d'autre. Alors, c'est un outil très, très riche. Merci pour les crochets verts en passant. Une autre stratégie, c'est le billet de sortie. Bien, on fait référence ici aux vidéos que vous avez vues. Alors, ça permet de savoir qu'est-ce que l'élève comprend. Est-ce qu'il a de fausses idées? Regardez bien l'exemple ici. Il y a clairement des fausses idées chez cet élève. Ce qui est fort intéressant, par exemple, c'est qu'on voit multiples erreurs. C'est erreur après erreur. Mais la réponse finale de cet élève, c'est 55. Qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce que ça nous dit? Bien, la vraie réponse est 66. C'est intéressant que l'élève n'ait pas arrêté à 21. N'est-ce pas? Il semble additionner tous les chiffres présents dans la question. Il arrive à 21. Et en passant, mathématiquement parlant, cette phrase ou affirmation horizontale est tout à fait incorrecte pour beaucoup de raisons. Alors, on ne voudrait pas voir ça dans nos feuilles. Mais c'est intéressant, je pense que ça nous dit que l'élève a une bonne idée d'une approximation de la réponse. Il a senti le besoin de se rendre à 55 alors que sa réponse initiale semblait être 21. Mais savez-vous quoi? J'ai besoin de voir ça sur mon billet de sortie et j'ai besoin bien sûr de déterminer les prochaines étapes avec cet élève. Qu'est-ce que je vais faire pour l'aider à comprendre? Si lui, c'est clair que cet élève a beaucoup de difficultés, je le prendrai à part certainement. Un, pour comprendre sa pensée et ensuite bien corriger cette pensée. Voilà. Donc, vous pourrez voir des preuves de compréhension de l'apprenant dans cette section où vous verrez ces exemples et vous verrez aussi que les vidéos y ont été ajoutées. Donc, donnez-moi un sourire si vous utilisez le billet de sortie, encore une fois. Un bonhomme sourire, un crochet vert, peu importe. Un petit symbole quelconque qui me permet de voir le billet de sortie, OK. Ce qui est intéressant, c'est à quel point on l'utilise. C'est-à-dire qu'il faut se rendre jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'il faut regarder, analyser et faire des ajustements pour que le billet de sortie soit efficace. Ah, OK. Donc, on continue ici. Oh, pardon, j'ai cliqué trop vite. Fournir des occasions de pratique et de rétroaction. La rétroaction offre aux élèves et enseignants des occasions d'adaptation pendant l'enseignement. Et c'est ça la clé. On dit que les notes, en lettres ou en pourcentage, sont une forme de rétroaction de moins grande qualité qu'un commentaire, par exemple. Et parlant de commentaire, le commentaire verbal est beaucoup plus efficace que le commentaire écrit. Donc, on a 3 niveaux ici. La note, le commentaire verbal et le commentaire écrit. Quand vous voulez être efficace, clairement, c'est le verbal. Ça permet aussi d'établir une relation. Ça permet aussi d'aller voir la réponse physique de l'élève. Est-ce que l'élève, lui, est-ce qu'il y a une réponse négative? Est-ce qu'il est désappointé? Est-ce qu'il est triste? Est-ce qu'il est fâché? Ou est-ce qu'il savait très bien qu'il était pas dans la bonne voie, puis vous l'avez simplement confirmé? Alors, ce body language devient important également. Pour aller voir ceci, voici un deuxième vidéo. Il n'est pas tout à fait aussi long. Eric vient de mettre le lien. Avant d'aller l'écouter, par exemple, sachez que la question est 28 plus 38. L'enseignante consulte l'élève pour savoir c'est quoi sa pensée. Écoutez bien le questionnement, ça en vaut la peine, et donnez-moi un crochet vert à votre retour en session.
Merci, je vois que plusieurs d'entre vous êtes de retour. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole et me dire ce que vous pensez de la du vidéo que vous venez de voir? Peu importe les commentaires, positifs, négatifs. Et je vous rappelle, la dame s'appelle Nicole et elle travaille en équipe avec Petra. Elles ont tout près de 60 élèves à Drayton Valley. Mais personnellement, je trouve ça intéressant quand on parle aux élèves parce que des fois, ils arrivent à une mauvaise erreur à la fin, mais c'est pas parce qu'ils comprenaient pas, c'est parce qu'il y a quelque chose qui a accroché. Puis des fois, en leur parlant, on peut dire, OK, dans le fond, elle comprend, puis on peut dire, on passe à d'autres choses. Tandis que si on a juste des calculs sur une feuille, on peut pas toujours savoir qu'ils avaient compris parce qu'il y a des erreurs. Ton micro est fermé, René. Merci. Alors, l'élève aime parler, l'enseignant et l'élève aiment se parler. L'élève, entre autres, aime avoir ce privilège. Donc, ça, c'est le positif de la conversation. La deuxième chose, tu as raison, Isabelle, c'est-à-dire que des fois, c'est pas grand-chose, mais avec une petite conversation, l'élève détecte sa propre erreur et ça dépend du questionnement, bien sûr, on l'amène à le détecter et finalement, cette erreur, bien, on peut l'oublier parce qu'en réalité, on a une assurance que l'élève a compris. L'élève a aussi une assurance que l'erreur était minime et puis on peut passer à autre chose. Et ça, c'est la force de la conversation, bien sûr. Je dois avouer ici que la vidéo que vous avez regardée, Nicole parle à son élève dans une petite salle où on a isolé ces deux dames pour être capable de faire le film. En réalité, Nicole serait restée dans sa classe, aurait posé ses questions pendant la classe, mais pour la fin du filmage, on a dû les isoler. Donc, c'est pas une pratique habituelle, ni pour Nicole ni pour l'élève, mais ils ont quand même fait du bon travail, je dois vous l'avouer. Alors, effectivement, la conversation fut très riche. La quatrième des 5 idées, c'est créer des moyens de soutien mutuel. Alors, tantôt, je vous disais qu'on reviendrait à la rétroaction. Voici le point sur la rétroaction, effectivement. On parle ici de travail collaboratif, de rétroaction de pair, de comparer des réponses lors d'un exercice, par exemple. Et je vous donne un exemple. Voici un exemple de travail que les élèves peuvent faire 2 à 2, en diade. On donnerait à un élève la responsabilité de trouver les réponses dans la colonne A. Un autre élève aurait la responsabilité de répondre aux questions de la colonne B. Maintenant, ce qui est fort intéressant, c'est qu'il y a quelque chose de vraiment unique que partage chaque question horizontale. Alors, je vous demande ici, dans la boîte de clavardage, si vous pouvez me dire ce que vous remarquez en ce qui concerne les questions horizontales. Qu'est-ce qui est spécial quand vous regardez horizontalement les questions de A et B? Alors, je vois que des participants s'apprêtent à écrire des choses. Merci à ceux qui veulent tenter une réponse. Bien, tu as raison, Teresa. Effectivement, horizontalement, chaque réponse est égale. Ces réponses sont identiques et c'est voulu. C'est-à-dire que ça permet aux élèves, à l'élève A, de comparer sa réponse à la première question avec l'élève B et sa réponse à la première question, parce qu'elles sont nécessairement la même réponse. C'est pas la même question, bien sûr, mais c'est la même réponse. Ce qui fait que l'élève A et B, lorsqu'il y a une différence, doivent d'abord trouver l'erreur, qui a fait l'erreur et où était l'erreur. Alors, ils peuvent collaborer ensemble pour s'entraider. Alors, c'est une activité qu'on peut bien faire et qui permet une différenciation parce que on pourrait mettre, par exemple, dans la colonne A, des questions un petit peu plus difficiles pour un élève plus fort et dans la colonne B, des questions un petit peu plus faciles pour l'élève dit moyen ou peut-être qui a un petit peu de difficulté, ce qui fait que les deux travaillent ensemble et puis s'entraident. Et ceci permet une différenciation naturelle. C'est à vous alors de planifier qui va travailler avec qui afin que les questions correspondent aux besoins de chacun. Maintenant, on revient ici au tableau de billets de sortie. L'autoréflexion ici est évidente, pas quand l'élève répond au billet de sortie, mais plutôt quand il choisit de mettre son papillon adhésif à la bonne place, c'est-à-dire à got it, almost, kind of,
not yet. Et l'élève doit faire une sélection, il dépose son billet à la place qu'il juge appropriée. Et ça permet à l'élève non seulement de dire « j'ai essayé la question », mais je vais indiquer à mon enseignant ou mon enseignante que j'ai bien compris ou je pense avoir maîtrisé le concept ou non, j'ai vraiment besoin d'aide. Et c'est sûr qu'on a besoin d'une culture dans la classe pour que ceci se fasse. D'où l'importance d'utiliser les billets de sortie de façon régulière. Il ne faudrait pas que ce soit une surprise ou un surplus. Il faudrait que ce soit une coutume dans la salle de classe d'utiliser le billet de sortie afin que les élèves qui ont de la difficulté puissent l'exprimer en toute confiance. Maintenant, ils peuvent très bien, on s'entend là, mettre une mauvaise réponse dans Got it. Et c'est pas grave. En réalité, les enseignantes, vous avez vu dans la vidéo, ont trié les papillons adhésifs de sorte qu'ils savent à qui s'adresser, pour qui modifier, qui a besoin d'aide, etc. Donc, une richesse ici qui peut se faire et s'intégrer non seulement aux mathématiques, mais à bien d'autres choses, on s'entend là-dessus. Ici, vous allez voir une autre vidéo. Il s'agit d'une petite élève qui fait une auto-réflexion du travail qu'elle a fait. Alors, voici sa feuille. On a utilisé une application de iPad. Je pense qu'elle a utilisé ShowMe elle a pris une photo de son travail et elle a exprimé sa rétroaction à elle-même, donc auto-réflexion, sur son propre travail. Cliquez sur le lien, allez-y et revenez avec un crochet vert. Crochet vert, lorsqu'un élève est capable de regarder son travail critiquement, d'identifier ce qui est bien fait et ce qui a besoin d'amélioration, l'élève est alors capable de devenir propriétaire de son apprentissage. Et ça, c'est très, très riche. Et juste par curiosité ici, j'aimerais un crochet vert. Si vous croyez que vos élèves, cette année, présentement, en ce 25 février, seraient capables de faire une réflexion identique à ce que vous venez de voir, est-ce qu'ils seraient capables de porter un jugement critique sur leur travail? Faites-moi un crochet vert. Sinon, un X rouge. Et je parle ici de majorité, donc 50% ou plus dans votre classe. Et si la réponse est oui, c'est le fun. Parce que vous pouvez compter là-dessus. Sinon, c'est un apprentissage. Ça va vous demander un effort, bien sûr, parce que il est important que l'élève apprenne comment le faire. Alors, c'est sûr que l'outil, c'est iPad, c'est ShowMe sur iPad, il n'y a pas de problème. C'est une partie de l'apprentissage. Mais la vraie partie de l'apprentissage, c'est vraiment d'analyser ce qu'il a fait. Mais pour être capable d'analyser, il a besoin donc d'un modèle. D'où l'importance de montrer des copies types à l'élève comme stratégie. D'accord? Donc, ces 5 stratégies sont plus efficaces lorsqu'elles font partie intégrante de la leçon plutôt que d'être un extra, un surplus, d'où l'importance de prévoir leur intégration et utilisation au tout début de la planification. Alors, l'étape suivante, la partie rose du visuel de AAC, c'est de juger. Maintenant, soyons bien clairs, juger, c'est vraiment la partie évaluation sommative. Et comme planificateur et coach, on est capable de contrôler bien des choses. Mais comme juge, on a moins de contrôle parce que les bulletins ou le format de bulletin nous est imposé. Et les enseignants ont très peu de contrôle sur les changements ou la rapidité des changements de bulletins. Donc, on ne va pas en discuter aujourd'hui, malheureusement. Mais sachez
que l'évaluation sommative est une responsabilité professionnelle, vous le savez. Le quand et le comment on va comparer le progrès des élèves par rapport à la norme fait partie de la planification. Et comprendre les normes demande du temps et de la collaboration entre enseignants. Alors, il faut s'assurer d'évaluer les bonnes choses de façon précise et juste pour que l'évaluation sommative vous donne une bonne idée. Maintenant, parlons-en en détail. Rappelons-nous de notre point de départ. L'évaluation sommative doit être alignée avec le programme d'études. On le sait, les RAS. Les processus mathématiques font partie intégrale de ça. On va les utiliser pour le comment. Ça doit aller de pair avec les pratiques pédagogiques qu'on a choisies et qu'on utilise en classe. Maintenant, on veut des preuves, des évidences que l'élève les comprend et les maîtrise. Et ces preuves peuvent être sous forme d'observation, de conversation ou papier-crayon, produit et tâche qu'on appelle ici dans le diagramme. Maintenant, l'ensemble des preuves devrait confirmer ce que vous savez de l'élève. Alors, vous avez passé plusieurs jours, plusieurs semaines avec l'élève, vous avez une idée où est-ce qu'il est. Mais s'il y avait une différence ou une contradiction en ce que vous croyez est le niveau de compréhension de l'élève et sa note que vous avez calculée, bien, votre jugement professionnel doit rentrer en ligne de compte. La note finale ne doit pas être juste un exercice de calcul. Ça doit prendre en considération ce qui a précédé. C'est pas juste un processus clair et précis ou noir et blanc, comme on dit, même en mathématiques. Alors, on a beaucoup exploité ce RAS à date. C'est le RAS de troisième année. On a vu les objectifs d'apprentissage qui sont devant nous. Puis, on a développé des stratégies, des façons de collecter des preuves, la conférence, etc., etc. Alors, on a bien planifié et on a bien coaché nos élèves à travers tout ça. Mais rappelons-nous que le but ultime de l'évaluation est d'appuyer l'apprentissage de l'élève. Alors, tout ça pour être certain que, en bout de ligne, nous, comme professionnels, on a amené nos élèves là où ils devraient être et les élèves sont allés là où on voulait les amener. Et d'ailleurs, allons visiter ici le site web. Prenons un moment pour aller visiter le site web. Vous allez voir un petit changement ici. Vous devriez voir maintenant mon tableau, mon écran. Je vais ouvrir le site web qui est ici, juste ici. Voilà. Alors, c'est learning.arpdc.eb.ca. Et comme je suis allée très vite et on a seulement qu'une heure, vous allez aller voir ce qui se passe dans notre guide d'apprentissage qui est ici. Alors, on a qu'à cliquer sur la bannière. On voit la roue initiale, la page d'accueil, qui est en anglais, bien sûr. On change à la version bilingue ici. Voilà. On a la même image, mais en français. Et maintenant, puisqu'on veut aller exploiter l'évaluation, on va cliquer dans cette zone rouge ou rose, dépendamment de votre écran. Et voici la roue. Et c'est ici que vous allez trouver un paquet de choses. Des fois, c'est des choses très détaillées. Des fois, c'est un supplément à ce que je viens de dire. Des fois, c'est les vidéos que vous venez de voir. Vous pouvez les revoir en allant ici. Ce que je pourrais vous montrer, par exemple, on a mentionné « Essayez ceci ». Alors, on parle de « Essayez ceci » est ici. Exemple de stratégie pour évaluer la compréhension des élèves, on vous les donne ici. Quand une section est trop grosse ou quand une section mérite d'être photocopiée, on le présente sous forme de PDF. Donc, je vais l'ouvrir et voici les exemples de stratégies d'évaluation. Elles sont listées ici. Vous en reconnaissez une devant vous. Et puis, vous voyez une variante ici pour première année, une variante pour sixième année, de la même question, bien sûr, alors avec des décimales et tout, et etc., etc. Donc, ce document peut être fort intéressant à titre d'exemple. Et ça, c'était dans la section « Essayez ceci ». Si je reviens à la roue de départ, on pourrait peut-être aller visiter « Preuve de la compréhension de l'apprenant ». C'est ici qu'on a mis un des vidéos. Vous pourriez le revoir et évaluer, regarder le questionnement et tout ça de Nicole et son étudiante. On a mis un document PDF aussi qui permet d'examiner ou de donner, montrer l'importance d'examiner des exemples de travaux d'élèves. Et on vous donne des points à regarder, des questions à vous poser. Et on vous montre des choses selon quelques rases ici et là pour vous montrer. On a même inséré du travail d'élèves pour vous donner des exemples.
d'accord, et analyser ces exemples. Pour le moment, ils sont en anglais, je vous l'accorde. Ne vous inquiétez pas, on aura le temps éventuellement de tout mettre en français. Là. Pour le moment, on ne voulait pas laisser ces choses libres parce qu'on comprend l'importance de bien évaluer. Alors, sur ce, je reviens au PowerPoint. Alors, à nouveau, vous allez voir un petit changement dans votre écran et on revient au PowerPoint. Le voici. Donc, ici, ça termine en fait le webinaire. Je veux mentionner que le webinaire sur les pratiques pédagogiques est le 5 mai prochain. Vous pouvez vous inscrire à arpdc.ab.ca et comme vous connaissez très bien le consortium, il y a ici le lien d'évaluation. On aimerait beaucoup que vous preniez quelques minutes pour compléter l'évaluation et nous donner une appréciation de ce que vous avez vécu dans la dernière heure. Je vous encourage à écrire autant de positifs que de négatifs que de suggestions afin qu'on améliore notre produit. Rappelez-vous, c'est votre rétroaction à nous, c'est une forme d'évaluation. Nous la prenons au sérieux et on va essayer d'améliorer notre produit en fonction de vos commentaires. Alors sur ce, messieurs, dames, je suis René Michaud. Je profite de l'occasion pour remercier Éric Caron pour son appui technique, Petra et Nicole de Drayton Valley pour leur appui au sein de l'école. Et bonne soirée à tous. Au plaisir de vous reparler.